Alors, comment j'arrive à Franquin? C'est tout d'abord, bon, étant enfant, Spirou était ma bande dessinée préférée. Même si chez moi, il n'y a pas de BD, mais j'ai ça chez un copain. Et évidemment, Spirou étant ma BD préférée, j'avais donc pour Franquin une admiration sans borne, mais sans imaginer qu'un jour je le rencontrerais et qu'il deviendrait mon maître, mon second père peut-être et tout, quoi. Ouais. Alors, comment est née ma vocation? Elle est née parce que j'étais passionné de dessin. J'étais étudiant ici à Paris pour devenir professeur de dessin, comme on disait à l'époque. J'étudiais beaucoup de choses, j'apprenais énormément de choses, mais je ne prenais pas les études elles-mêmes, tout au moins l'organisation des études au sérieux. Ça fait que je n'obtenais aucun diplôme, mais j'apprenais beaucoup de choses. Et en même temps, pour moi, venir à Paris, ayant réussi un concours d'entrée dans cette grande école, ça voulait dire pour moi, qui habitais Rennes, ne pas avoir ma mère sur le dos et pouvoir faire ce que je voulais, c'est-à-dire du théâtre. Ma passion, c'était le théâtre. Et j'étais élève au cours du Lin, et je faisais les deux choses. Alors, le théâtre, je faisais sérieusement, le dessin, je faisais sérieusement pour la partie apprentissage des techniques, mais pour le reste, non. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'un soir, un des comédiens avec qui on prenait un pot quelquefois après le cours me demande, moi, tiens, et toi, où en es-tu, qu'est-ce que tu comptes faire? Et moi, j'ai dit, ben moi, mon rêve, c'est d'écrire mes pièces, de faire les mises en scène, de jouer le plus de rôles possible, faire les décors, les costumes et la musique, carrément. Alors, il me dit, bon, ça, c'est pas possible. Tu quittes ton rêve, c'est pas possible. Alors, si tu choisis les costumes et les décors, tu vas aux Beaux-Arts de Strasbourg. Si tu veux jouer la comédie, tu peux commencer à jouer dans notre troupe, la troupe du TNP, c'est quand même pas mal. Mais moi, c'est mon rêve qui s'écroulait, quoi. Et je rentre dans ma piole. Comme j'étais en régime grande école, j'étais encore interne dans un lycée qui était près du cours du Lin. D'ailleurs, c'était le lycée Janson de Sailly. Et mon copain de piole, c'est pareil, lui, il a fait tout à fait autre chose après. Il s'appelle Jean Châtel et il a fait de la télé, de la radio, mais il était aussi étudiant, prof de dessin. Et il me voit arriver défait, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je raconte le truc. Mais il me dit, mais écoute, t'as qu'à faire de la bande dessinée. Comme ça, tu écriras tes pièces, tu feras la mise en scène, tu joueras tous les rôles, tu feras les costumes, les décors, la musique, hélas, bon. Et ça m'est apparu, mais une véritable révélation. Et dès le lendemain matin, je me mettais à essayer de comprendre comment un auteur de BD faisait ses bandes dessinées. Voilà, ça a commencé comme ça. Et après, bon, Franquin est venu d'une séance de signature ici à Paris. Je suis allé le voir pour faire dédicacer un album, puis éventuellement lui montrer mes pauvres petits essais. Et c'est comme ça qu'entre nous, une amitié est née, quoi. Par la suite, il m'a proposé de venir le voir en Belgique. Et tout. Voilà l'histoire. Franquin, quand je l'ai vu, moi, quand je l'ai vu la première fois dans cette séance de signature, je voyais devant moi Dieu tout-puissant, quoi. J'étais mort d'inquiétude, de trac et tout. Et il a été immédiatement, mais ça c'est André Franquin, il a été immédiatement d'une gentillesse, d'une humilité extraordinaire. Et, mais bien sûr, Franquin, c'était le rire. C'était le rire, c'était un as, un champion de la bande dessinée humoristique. Mais c'était aussi, quand on le fréquentait un peu, c'était un homme extraordinaire, quoi. D'une énorme générosité, d'une simplicité extraordinaire, d'une humilité totale. J'ai longtemps cru, d'ailleurs, moi, que c'était de la fausse modestie. Mais ce n'était pas vrai, il était réellement modeste, Franquin. Donc, dès le début, j'ai ressenti ça chez lui. C'est ce que... à le fréquenter et à vivre dans son atelier et à ses côtés, c'est pas le rire qui est dominé pour moi, c'est pas le Franquin le rire. Pour moi, ce qui a dominé, c'est Franquin, l'immense générosité, l'humanité. Mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans. Après, j'ai aidé ma mère un maximum. Ça fait que mon adolescence a été un peu spéciale, sans adulte masculin référent, quoi. Donc, à la toute fin de mon adolescence, à 21, 22 ans, Franquin était cet homme-là, quoi. Donc, il m'a beaucoup appris de la vie et tout, quoi. C'est pas uniquement de la BD, quoi. Il m'a emmené dans Bruxelles, me montrer certains quartiers, il m'a appris des choses. Il a été un peu
comme je disais à Isabelle, sa fille, je disais, écoute, André était pour moi un peu comme un second papa, quoi. Un jeune papa, mais voilà. Alors, comment rentrer facilement ou pas dans ce bureau, je peux dire qu'on devait rentrer assez difficilement. Moi, j'ai présenté des dessins pendant 1 an et demi, quoi, avant qu'on me prenne ma première petite série. Et alors, comme ça, apparemment, André Franquin n'agissait pas, n'intervenait pas. Donc, il m'amenait au bureau là-bas, où il me laissait partir, il n'intervenait pas. Il n'a pas été dire à Rosie, occupe-toi de ce mec-là, quoi. Non, pas du tout. Mais j'ai su, tout à la fin, avec Yvan Delporte, à la fin où il était un vieux monsieur dans un fauteuil roulant, souvent je le trimballais parce il y avait une affection qui était née entre nous quand il a vieilli, c'est drôle. Avant, j'étais retenu vis-à-vis de lui, et là, une belle affection, c'était super sympa. Et il m'a dit un petit peu comment tout s'était passé, quoi. Et il m'a dit qu'en fait, tous mes passages à la rédaction ou dans le bureau de Rosie, pas la première fois, mais dès la 2e ou 3e fois, il se passait des coups de fil entre eux, quoi, à mon sujet. Voilà, ça il me l'a dit, Delporte. Franquin ne me l'a jamais dit, et André ne me l'a jamais dit ça. Je m'en doutais peut-être un peu, parce qu'il y avait des fois des termes qui se recoupaient de Rosie à Franquin. Mais bon, j'ai eu la preuve avec Delporte qu'il parlait de moi tous les 3, quoi. Donc voilà, c'est là que Franquin est peut-être un peu intervenu. Je suis arrivé premier dessin chez Dupuis, c'est en 65. Et ma première BD, c'est 67, Bissu. Alors, comment pour décrire ces gens-là, bon, Delporte, c'est un personnage qui était un peu voûté, toujours très mal habillé, qui fumait comme un pompier, en prenant un très grand risque, parce qu'il avait une grande barbe devant lui et une grosse moustache. Il prenait le risque de foutre le feu à tout ça avec ses cigarettes, des Johnson, je me rappelle de ça. Je me rappelle parce que j'étais très fumeur à l'époque, et quand j'allais en Belgique, je ramenais des cartouches de Johnson. Donc c'est ce que fumait Delporte, et en plus, Delporte, c'était un personnage flamboyant dans les idées, quoi. Il débordait d'idées, parfois farfelues, mais toujours intéressantes à suivre. Donc voilà, et c'est quelqu'un, bon, apparemment très désordonné, mais en fait, je crois qu'il était très clair dans sa tête, quoi. Voilà, c'était Yvan, ça, Yvan Delporte. Et bon, lui, j'ai rencontré vraiment à la fin, quoi. Le dernier jour, le jour où Dupuis m'a embauché. Mais avant, je voyais uniquement Rosie. Rosie, qui lui était un scénariste de bande dessinée aussi, des scénaristes de Tif et Tondu, de Bobo, tout ça. Et Rosie était quelqu'un de beaucoup plus réservé que Delporte. C'était pas un personnage flamboyant, il était calme. Mais alors, sacré bon conseil, quoi. Il m'a donné de très très bons conseils. Bon, André Franquin aussi, bien sûr, mais Rosie a toujours été... C'est marrant, parce que toutes les visites que j'avais chez Rosie, ça paraissait négatif à la sortie, parce que chaque fois, il démolissait un peu mon boulot. Mais chaque fois, il laissait planer un espoir sérieux pour la suite, et il me disait « revenez vite me voir ». Donc, j'étais partagé entre la tristesse, voire des fois un petit peu d'amertume, voire un petit peu de colère, et l'espoir, quoi. En général, bon, si c'était André qui m'avait conduit dans le centre de Bruxelles, il m'attendait à la sortie et il me disait « t'inquiète pas, c'est très encourageant », quoi. Ou bien c'est en rentrant à l'atelier, je racontais ce qui s'était passé, mais je soupçonne qu'entre-temps, il s'était téléphoné quand même. Bon, il me disait il me disait c'est plein d'espoir, quoi. Donc Rosie, il y avait ça chez lui, mais il était de très très bons conseils, par contre. Et il était assez sans pitié. Il disait franchement ce qu'il avait à dire, quoi. Voilà, même si c'était un peu dur à entendre quelquefois. Bon, mais en fin de compte, quoi, après que je suis devenu auteur, et puis j'ai continué à progresser dans ce métier, peu à peu, j'ai acquis beaucoup d'affection pour Rosie, quoi. Alors, Charles Dupuis, ben, je ne le connaissais pas, je l'ai rencontré là juste à ce moment-là. Pour moi, c'était un nom mythique. C'était un nom mythique, quoi. Je ne pensais pas qu'un jour je verrais cet homme-là. Et ce jour-là, je suis parachuté dans son bureau, quoi. Et j'ai affaire à quelqu'un extrêmement bienveillant, très gentil,
Puis d'autant plus gentil qu'il me dit à la fin de l'entretien, considérez-vous comme faisant partie de l'équipe des dessinateurs du journal de Spirou. C'est incroyablement inespéré, quoi. Donc c'est un personnage, il était très calme, assez distingué, quoi, hein, pas du tout Delporte, l'inverse de Delporte, très, très distingué, très gentil, bienveillant. Moi j'ai tout de suite bien aimé cet homme-là et j'ai eu tout de suite de l'affection pour lui, quoi, jusqu'au jour où il m'a fait un sale coup. Mais en attendant, j'ai eu de très bons rapports avec lui. C'était un homme sympa. Bon, il était paternaliste, mais je trouve que dans certains cas, le paternalisme, c'est pas mauvais non plus pour des auteurs de BD indépendants qui ont besoin de se sentir soutenus et appréciés. Le paternalisme a quelque chose d'un peu de bon. Enfin, pour moi, je l'ai apprécié, comme ce paternalisme de Charles Dupuy. Si je dois décrire un peu les deux Maurice que sont Maurice de Beverley et puis qui signait Maurice, qui était l'auteur de Lucky Luke, et Maurice Tilleux, qui était bien connu, c'est le personnage de Gilles Jourdan. C'était des personnages très différents. Maurice était quelqu'un effectivement de réservé, de très propre sur lui, avec un petit nœud papillon et tout. Moi, je pensais souvent à lui en pensant à un prof de maths des boîtes religieuses avant la guerre, quoi. C'est un type extrêmement gentil. Moi, je l'ai connu dans une circonstance un peu étrange qu'on raconte dans l'album. Il a été un peu mon mentor pour me faire faire mon premier voyage en avion. Et lui, il connaissait ça, il avait beaucoup voyagé en avion, moi pas du tout. Et donc, la patronne de Madame Fleury, la patronne de chez Dupuy, lui avait demandé s'il pouvait s'occuper de moi, ce qu'il avait accepté gentiment, et il s'occupait de moi. Mais ça a été très drôle parce que moi, j'étais confiant absolument en avion, lui aussi. Sauf qu'il y a eu un petit problème technique, et là, il était complètement liquéfié, Maurice, vert de frousse et tout. Enfin, ce que je raconte dans cet album. Mais bon, autrement, j'ai eu pas mal de rapports avec lui, mais c'était quelqu'un qui ne participait pas à toutes les fiestas, c'était quelqu'un d'assez réservé. Par contre, Maurice Tilleux, là, on était, les gens disaient le trio maudit, Walteri, Tilleux, Fournier, quoi. Et c'est vrai qu'on a des bêtises, on en a fait en pagaille, quoi. Et Maurice, lui, par contre, c'était vraiment un farceur, un blagueur. Puis avec une allure éternelle de gangster, avec ses lunettes noires et son mégot au bord des lèvres, on a fait des bêtises ensemble. Alors moi, on parlait d'Angoulême, moi j'ai jamais fait le Paris-Angoulême, puisque moi je viens de Bretagne, donc j'ai pas besoin de... Il aurait fallu passer par Paris pour aller à Angoulême, parce que je trouvais la stupidité française numéro 1, donc moi j'allais en bagnole en général à Angoulême, ça descendait direct de chez moi. Donc j'ai jamais fait ce voyage-là, mais les voyages qu'on a fait ensemble, c'était des voyages, quand on nous envoyait de faire des tournées de signature, très loin, on nous ramenait souvent soit dans la journée du dimanche, soit dans la nuit du dimanche au lundi, et dans des wagons-lits. Là, Dupuy nous payait le wagon-lit, donc on avait chacun nos petites chambres, c'était très distingué. Et là, avec Maurice Tilleux, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise? Parce que j'en raconte deux dans l'album, mais il y en a eu d'autres, quoi, hein, qui est... Comme le voyage durait longtemps, parce que c'était des trains de nuit, ils s'arrêtaient quelquefois dans les gares pour laisser passer les convois rapides. Donc ça a duré des heures et des heures. Pour aller de Bordeaux à Paris, c'est toute une nuit, quoi. Alors on a fait des bêtises comme ça. Alors, une qu'on a fait, dans le que je raconte, une bêtise qu'on a faite en plein jour, et puis une autre, et puis deux autres qu'on a fait de la nuit. On a fait le lit de Franquin en portefeuille, quoi, dans le train. Le pauvre. Alors l'introduction du directeur du concept par Dupuy n'a pas entraîné que mon édition de Spirou. Il a entraîné à long terme la mort de Spirou aussi. Parce qu'avec son système, eh ben, maintenant, 30 ans après, 40 ans après, je ne sais plus, Spirou est devenu vraiment un personnage que plus personne ne connaît. Parce que ce qui devient original dans notre profession, grâce à Dutilleux, c'est que ce qui devient original pour un dessinateur de BD, c'est de ne pas dessiner Spirou. Tout le monde dessine Spirou. Ça fait une espèce de personnage multiforme. Plus personne ne sait trop ce que c'est. Quant à la dernière histoire qu'on appelait carrément la mort de Spirou, j'ai peur qu'elle signifie beaucoup de choses, quoi. Ils sont mis à 3 pour le faire. Moi, j'ai fait des albums tout seul. Des albums que j'ai fait il y a 55 ans, qui sont toujours réimprimés, qui se vendent toujours et que je dédicace toujours. Je souhaite la même chose à tous mes successeurs. Ouais, ben j'ai fait, évidemment, le plus beau fleuron de ma carrière, c'est les aventures de Spirou. Évidemment, pour moi, c'était un grand bonheur, parce que j'adorais faire ça. J'ai décidé d'arrêter avant même que l'éditeur me l'enlève, mais
si ça se trouve, si j'avais persévéré, peut-être bien qu'ils n'auraient même pas enlevé du tout, surtout qu'ils ont vendu leur boutique après, et ceux qui sont venus ensuite, je me serais bien entendu avec eux, mais bon, peu importe, c'est fait, c'est fait. Mais c'est vrai que ça m'a donné, d'arrêter Spirou, ça m'a donné l'occasion de tenter d'autres expériences. Et des expériences qui ont été très riches, quoi. D'abord, j'ai repris mon personnage de Bisu, mais avec tout l'acquis que j'avais fait pendant 10 ans, donc des histoires beaucoup mieux dessinées, et des histoires que je trouve assez jolies. Malheureusement, c'est quand même toujours un petit peu des petits contes philosophiques que les enfants ne comprennent pas. Bon, ça, c'est le grand problème. Alors, il y a eu ça, et puis, il y a eu l'expérience de travailler avec des scénaristes, ce que je n'avais jamais fait auparavant, et j'espérais ne faire qu'avec des gens avec qui je m'entendrais bien. Ce qui a été le cas. J'ai vraiment travaillé avec 3 amis. J'ai travaillé dans l'amitié totale, ce qui est génial, quoi. Il y a Isidrou, avec qui j'ai fait les Crannibales. C'est la chose la plus drôle que j'ai faite dans ma vie, qui m'a le plus amusé de toute ma carrière. Malheureusement, ça s'est arrêté, ça aussi. Toutes les bandes dessinées que j'ai faites, ça s'arrête. Et puis, il y a eu ensuite l'expérience Chevaux du Vent avec l'Axe. Pareil, encore une bande dessinée faite dans l'amitié, dans le bonheur absolu, quoi. Beaucoup de travail. Ça a mis longtemps à sortir, mais c'est parce que je me suis beaucoup documenté, ça a été très complet. Et puis enfin, là, je suis fait avec Chris, c'est pareil. Un grand bonheur de bosser avec lui. Voilà. À tel point d'ailleurs que on a en projet de redémarrer quelque chose ensemble, Chris et moi. Pour l'instant, je suis seul à travailler dessus parce que lui, il a une existence un peu compliquée en ce moment. Donc, en attendant, j'avance un peu sur l'histoire moi-même. C'est ça qui est bien quand on travaille dans l'amitié. Il est le scénariste, mais il s'en fout que je démarre le truc. Il se branchera dessus, quoi.